Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards croisés. Et aujourd'hui, je reçois Laura Carpentier. Donc Laura, on s'est rencontrés. Alors, je suis allée te chercher parce que je cherchais des informations sur les énergies telluriques suite à une trouvaille que j'ai faite. Et tu es apparue dans mon fil Facebook parce que tu donnais une conférence et je vois marqué géobiologue. Donc j'ai été contactée, on est rentré en contact et depuis, on est devenus plutôt amis. Et ce qui m'intéressait, en tout cas aujourd'hui, c'est ton parcours de géobiologue et un petit peu le côté mystique de ton travail quand tu vas dans des maisons et que tu nettoies des maisons. Et justement, l'idée, ce serait de démystifier tout ça et de le rendre accessible et de faire comprendre, enfin du moins de donner des explications. Après, chacun comprendra ce qu'il aura envie de comprendre sur ce que tu fais, ton travail, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment ça peut nous aider, nous, dans nos lieux, dans nos habitats. Et voilà. Est-ce que tu peux te présenter, Laura ? Eh ben ouais, avec plaisir. Et ben du coup, je m'appelle Laura Carpentier, je suis géobiologue, bioénergéticienne. J'ai monté ma société en 2019 et voilà, tout se passe très bien. Je fais du soin individuel. En fait, je suis pas allée tout de suite vers la géobiologie. Déjà, c'était ma porte d'entrée, c'était le corps. Je voulais vraiment apprendre à sentir les différentes parties du corps, où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est vivant, etc. Et donc, avec mon premier diplôme en énergétique chinoise, on m'a montré comment remonter à la source du problème pour libérer le blocage. Donc, c'est-à-dire que des fois, des personnes venaient en me disant, par exemple, j'ai mal à l'épaule. Et quand je lis le corps m'indique que le problème vient peut-être de la cheville, qui est mal positionnée, le genou compense, la hanche, le dos, et finalement, on a mal à l'épaule. Et c'est là que ça survient, mais le blocage est plus bas. Ce qui est logique, alors j'apporte mon côté médical pour continuer à être le plus pragmatique possible. Quand on a, c'est l'orthophoniste qui parle, par exemple, un trouble de déglutition, ça peut être lié, ça peut nous entraîner des problèmes de dos, ce qui est normal parce que la langue est rattachée à tout ce qui est colonne vertébrale. Et au niveau de la posture, les personnes qui se font faire des semelles par des podologues, voilà, ça peut entraîner, des fois on peut dire c'est bizarre, problème d'épaule, cheville, mais finalement, il n'y a rien d'illogique là-dedans. C'est ça. Voilà, c'était le côté, les données scientifiques, parce qu'on aime bien ça quand même. Oui, c'est important. C'est ça. Et donc, quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'il y a certaines personnes pour qui le blocage était en dehors du corps. Et donc, j'avais proposé un peu à tâtons comme ça, alors que je connaissais pas vraiment la géobiologie, mais je m'étais dit, j'ai entendu parler du placement du lit, que ça pouvait avoir un impact sur le corps. Du coup, j'ai juste demandé à cette personne, je fais, est-ce que vous avez de la place dans votre chambre ? Oui. Ok, vous pouvez bouger votre lit ? Oui. Et donc, faites l'expérience. Et à partir de là, c'était une douleur à l'épaule, c'est pour ça que je parlais de ça. La douleur est partie. Et donc, je me suis dit, je peux pas prétendre porter un regard global sur une personne si je prends pas en compte son environnement. Donc, c'est parti d'un constat, d'un fait, d'une expérience de, ok, je tente quelque chose, et il y a eu un résultat, donc tu es allé explorer autour. C'est ça. Du coup, je suis allée voir du côté de la géobiologie. Donc ça, c'est ce qui est le plus commun dans notre pays. Qu'est-ce que ça veut dire géobiologie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça parle du sol, ça parle de l'énergétique, ça parle de la mémoire des lieux, ça parle de pas mal d'aspects en fait. S'il y a de l'eau qui passe sous une maison, les réseaux telluriques, c'est des lignes d'énergie qu'on a à la surface du sol et qu'on peut apprendre à capter. Et donc tout le monde peut apprendre à le faire, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré tout ce chemin-là, j'avais pas de sensation spécifique dans les mains, mais j'ai tout développé. Donc ça prend du temps, mais ça se fait. Tu as appris à t'écouter finalement, juste à t'écouter, à te lire. Oui, c'est ça. Ça que tu as dit tout à l'heure, il fallait que tu lises le corps, donc tu as lu ton propre corps. C'est ça pour arriver à ressentir les choses. Exactement. En géobiologie, c'est ça en fait. C'est comment je cartographie mes sensations. Donc si je croise une ligne d'un des réseaux, par exemple le maillage le plus serré, donc on va croiser des lignes partout, c'est le réseau Hartmann. Et moi, quand je passe cette ligne et que je fais attention, je vais avoir une sensation dans la gorge. Après, si c'est
un réseau, le réseau Curie par exemple, qui est en diagonale par rapport au premier réseau, et ben là ça va me faire une sensation plus dans le torse. Et donc comme ça, petit à petit, je commence à me dire, ah ok, quand je croise cette ligne, ça me fait ça. Quand je croise cette ligne, ça me fait ça. Quand il y a une faille dans le sol, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre en moi. Quand il y a une rivière qui passe souterraine, et ben, je vais me sentir balayée sur le côté comme ça. Et donc je sais que l'eau va dans ce sens. Et au fur et à mesure, j'apprends à mettre des informations en face des sensations. C'est comme si ça s'allumait, une carte qui s'allumait en toi, un mode d'emploi. Ouais. Donc ça, chacun peut le faire. Il suffit de s'écouter, de faire des liens entre l'endroit où nous sommes et nos sensations. Oui. C'est ce qui explique peut-être qu'il y a des endroits où on se sent bien et d'autres où on se sent pas bien. C'est ça. Où on a froid, par exemple. Moi, ça va être plutôt les températures corporelles où on va avoir froid ou chaud. Ou des frissons, des choses comme ça. C'est finalement qu'on croiserait une ligne. Bah alors ça peut, mais il y a plein de paramètres possibles. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces sensations, on les a tous. Et souvent, quand une personne me fait intervenir comme ça, enfin en tout cas qu'elle me demande au départ, je lui dis, ok, comment vous vous sentez chez vous? Bah, et si la personne, elle me dit, bah plutôt bien, je fais, bon, bah, est-ce bien utile que j'intervienne? Est-ce que je sers à quelque chose? Voilà. D'accord. Mais en fait, souvent, je les aide à reconnecter à leurs sensations propres. Parce que, par exemple, imagine une pièce complètement vide et on donne un matelas à une personne, on lui dit tu te mets où tu veux pour dormir. Et ben n'importe qui, géobiologue ou pas, les gens vont dire ah je vais me mettre là, mais c'est hors de question que je me mette là. D'accord. On a tous des envies comme ça on va se mettre contre le mur dans ce coin-là, mais naturellement on va pas se mettre par exemple en travers en plein milieu de la porte parce que ou alors dos à la porte pour les bureaux aussi, je parle du lit mais là je parle du bureau, si on est à tabler comme ça pour travailler, si on a une porte juste dans son dos, et ben il y a quelque chose qui reste en alerte en nous. D'accord. Parce que oui, on peut pas être serein en sécurité parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on peut pas anticiper. Voilà, et là, c'est le cerveau reptilien qui se met en mode survie. Ouais. On est en hypervigilance finalement. Exactement. Et donc, on peut pas être à 100% à ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça. Et donc, il y a à la fois ce côté très pragmatique il y a quelqu'un qui peut rentrer dans la pièce et je le vois pas, donc ça me stresse. Mais au niveau des flux d'énergie, en fait, quand ça se promène dans les pièces comme ça, je compare souvent ça à de l'eau. L'eau qui rentre, on peut imaginer que la maison est complètement remplie d'eau. Où est-ce que ça circule? Où est-ce que ça stagne? Et donc, quand l'eau rentre, il y a le flux comme ça. Et si on se met pile dans l'axe, et ça va créer du courant. Et on va pas pouvoir être bien stable, bien posé, bien tranquille. Ah oui. Donc, ça rejoint les croyances entre guillemets de faut dormir la tête au nord ou faut pas d'objets pointus. Enfin, on est dans le feng shui, on est dans plein de choses et puis même des traditions séculaires, enfin qui se transmettent. Finalement, il y avait quand même quelque chose de logique derrière. Bah oui, bien évidemment. Et c'est intéressant que tu parles de ces traditions de différentes cultures parce que c'est quelque chose qui m'est cher. En fait, une fois que je me suis formée en géobiologie, j'ai réalisé qu'il y avait des aspects qu'on n'abordait pas, en tout cas dans ce que moi j'avais reçu comme enseignement. Donc, on voyait par exemple la mémoire des lieux, la qualité du sol, etc. On pourra y revenir après. Mais en tout cas, la notion de structure du bâtiment, orientation, inclinaison de la toiture, tout ça, c'était pas abordé. Et on pouvait rien y faire en quelque sorte. Donc, je suis allée chercher dans d'autres cultures. et donc, en allant voir du côté ayurvédique, leur façon de traiter les lieux, c'est basé sur un traité architectural qui s'appelle le Vastu Shastra. Ça servait à édifier les temples en Inde, il y a plusieurs milliers d'années. Et aujourd'hui, on s'en sert de manière corrective. D'accord. Et du coup, je suis allée chercher dans cette méthode-là comment corriger l'aspect structurel. Donc, pour orienter une maison un peu différemment ou un appartement. Parce que, par exemple, si on regarde les axes cardinaux, si notre maison, elle est parfaitement, notre habitation parfaitement alignée sur ces axes, ça va créer un lieu assez statique. Donc, ça veut dire que on va avoir tendance à avoir les jambes lourdes, une digestion lente, du mal à se mettre en mouvement, à créer un projet. En fait, ça rayonne sur tous les aspects de la vie. Okay. Mais tu prends une personne qui est hyper active,
tu la mets dans une maison statique, c'est plutôt intéressant parce que ça va la Ça calmer. équilibre en fait. Voilà. Donc tu peux équilibrer une personne par son habitat et inversement. Exactement. Donc c'est une question de polarité. Moi, je reviens toujours à mes polarités. Ouais. D'équilibrage finalement. Ok, Ouais. d'accord. Et donc, tu vois, quand elle est parfaitement alignée comme ça, elle est très statique. Et quand elle est vraiment pile en diagonale, bah là, on dit qu'elle est dynamique. Et quand elle est très dynamique, bah, ça va favoriser, je te fais un peu des clichés, mais voilà, ça va être brûlure d'estomac, ça va être inflammation, ça va être conflit qui explose dans la maison plus facilement, agitation mentale, du mal à s'endormir. Donc, les bâtiments qui sont vraiment très dynamiques, ils sont intéressants pour un lieu de travail, par exemple, parce qu'on va être bien tenu en éveil et on a besoin de cette dynamique pour travailler. Mais dès qu'on parle d'une chambre, bah, pour dormir, etc., on va essayer de trouver un lieu un peu plus, pas complètement statique, mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Ah oui, donc on pourrait, en fonction de l'intention qu'on a sur le lieu, on peut déjà l'agencer différemment, même le bâtir pour le coup si c'est même pas bâti. Ouais. Et c'est ce qui explique, c'est une discussion qu'on avait déjà eue sur des lieux par exemple où quelles que soient les familles qui viennent, qui s'installent, il y a une séparation ou alors à l'inverse des lieux où les familles ne partent jamais parce que tout se passe très bien, ou des générations et des générations, ça pourrait être lié peut-être à l'habitat directement. Ouais. Ben, là, ça va être, disons, une nuance entre certainement l'orientation de la maison et aussi une mémoire des murs. Donc, qu'est-ce que c'est la mémoire des murs? Bah, justement, c'est tout l'historique qui a pu se dérouler dans ces lieux-là. Bah, ça va un petit peu imprégner les murs. Donc, s'il y a eu beaucoup de souffrance, une personne qui a fait, je sais pas moi, une faillite ou qui était en dépression, qui a eu une maladie longue, grave et puis qui est décédée, etc., bah, ces émotions vont petit à petit imprégner le lieu. Et ensuite, même si cette personne s'en va et que d'autres habitants arrivent, admettons que bah, ils mettent de la peinture, ils aèrent, ils changent les meubles, etc. Tout est neuf et refait, mais il reste quelque chose il y a quelque chose qui coince à l'intérieur. Là, ce qui me vient, c'est l'image. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent, ils sont allés à Oradour-sur-Glane. Okay. Donc, Oradour, c'est un village martyr où les Allemands avaient enfermé tout un village dans l'église. Et j'avais visité ce lieu-là et on rentre dans l'église, justement, il reste une poussette calcinée. Enfin, c'est fait exprès pour garder la mémoire. Et c'est vrai que quand on pénètre, moi, j'étais pas du tout branchée énergie à l'époque, mais on ne peut pas être dans un lieu comme ça autrement que silencieux déjà et happé, oppressé. Et là, la souffrance dont tu parles dans les murs, mais on la ressent, aujourd'hui c'est logique pour moi, et tous ces lieux de mémoire finalement, quand cette personne visite Auschwitz ou des choses comme ça, je pense que ce que tu expliques, on peut le ressentir puissance 10 000, mais là ce que tu dis finalement c'est dans toutes nos maisons, dans tous nos habitats, il n'y a rien de mystérieux. Parce qu'une souffrance, ça dégage une émotion, ça dégage une énergie. Pour le coup, voilà, on le sait bien, hein, c'est tout bête. Hein, quand on a peur, le sang nous quitte le visage. Quand on est heureux, on est tout rouge. Donc c'est bien qu'il y ait une chaleur qui se crée. Donc il y a forcément une énergie en cours et ça peut imprégner des lieux. Si ça circule pas comme de l'eau, comme tu disais, ça peut pas sortir. Donc qu'est-ce que tu fais toi dans ces cas-là? Comment on vient à toi déjà et quel est ton job? Bah alors, généralement, on vient me voir quand il y a des malaises, en fait, un inconfort. En fait, souvent, les personnes ressentent qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, qu'il y a une forme de détresse dès qu'ils sont dans telle pièce, ou alors, des fois, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, avec des réels soucis paranormaux, on va dire. Donc c'est vrai que ça paraît toujours un petit peu fou parce qu'on a été habitué à entendre parler de ça dans des films d'horreur, des choses comme ça. Mais quand les personnes y sont réellement confrontées, elles sont un peu démunies. Et donc à ce moment-là, oui, elles se tournent vers des géobiologues. Et donc des fois, on arrive dans des lieux où oui, il se passe pas mal de choses. Oui, alors c'est vrai que tu m'en as raconté. Alors moi, j'avais besoin de comprendre forcément. Raconte-moi tous ces trucs. De quoi tu me parles? Avec des gens qui t'appellent en disant là, je suis perdue. Enfin, je ne sais plus quoi faire. Limite, on t'appelle en dernier recours. Là, j'ai tout tenté. Et là, toi, tu vois des choses pour le coup. Oui.
Oui, tu ressens plutôt. Tu Oui. ressens ce qui a pu se passer. C'est ça? Ouais, Donc là, mais dans ces lieux-là, en fait, n'importe qui le ressentirait. Enfin, c'est ça qui fait que les gens sont un peu en détresse. C'est parce que même s'ils n'ont pas forcément appris à développer ces perceptions, les phénomènes sont tellement forts qu'ils y sont confrontés et que ça les déstabilise énormément. Parce que c'est pas quelque chose de commun chez nous, en fait. Enfin, on parle pas de ça très facilement et ça peut vite paraître un peu ésotérique ou on met vite des étiquettes là-dessus, donc la plupart des gens qui me contactent, ils osent pas en parler autour d'eux parce qu'ils vont passer pour des gens un peu éberlués, etc. alors ce Mais sont des gens complètement rationnels. Enfin, moi, tu m'as parlé certaines personnes qui sont dans des catégories socioprofessionnelles, on ne peut plus terre à terre. bien sûr, Beaucoup, Ouais. et qui ça se dit un petit peu sous le manteau. ouais, Bah là, on va faire venir Laura. c'est Je ça. vois des choses, Ouais. c'est ça. Et tu me parlais des enfants qui Bah voyaient. oui. Alors pourquoi est-ce que les enfants sont peut-être plus réceptifs? Bah, ils ont moins de filtres que les adultes en fait, parce qu'avec le, comment dire, bah, toute notre progression dans la société, on se met un petit peu enfin, on rentre des cadres dans notre façon de penser, de percevoir. Et donc, bah, les enfants, en fait, eux, ils débarquent, ils savent pas si c'est normal, pas normal, bizarre, et ils sortent ça un peu spontanément. Et donc, bah oui, s'ils ont peur parce qu'il y a quelqu'un qui fait des bruits de pas dans leur chambre, c'est très concret, quoi. Et puis, bah, il y a un autre enfant, enfin, ou même des adultes, enfin, quand c'est des manifestations comme ça, tout le monde peut les entendre et du coup en avoir un peu peur, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors oui, rassurons tout le monde, c'est pas Oui. parce qu'on dit ça qu'il va falloir flipper dans vos chambres et tout ça. Au contraire, Ouais. à la limite, soyez réceptifs. Non, Ouais. c'est ça. Bah, en fait, Écoutez. ce qu'il faut bien savoir, c'est que s'il y a des manifestations comme ça, le réflexe numéro un, c'est d'avoir peur, mais c'est dommage parce que les, les manifestations, c'est bon, bah, ça vient la plupart du temps de personnes qui sont décédées et qui sont encore là. Elles n'ont pas pu faire leur chemin naturel de personnes mortes parce qu'elles ont des émotions qui les ont bloquées, alourdies, etc. Donc en fait, c'est juste des personnes qui ont besoin d'aide. Et c'est toujours ça. Mais Nous, ça nous fait peur parce que c'est inconnu. Là, c'est toujours la voilà. différence entre l'instinct de survie, c'est quelque chose d'inconnu qu'on ne voit pas, donc forcément nos yeux ne nous apportent pas l'information pour nous rassurer. Donc c'est humain finalement d'avoir peur. Oui. Mais toi, tu nous dis non, c'est quelque chose à la limite presque de courant. Ah bah oui, ça pour le coup c'est courant. Oui. C'est quelque chose de courant et c'est au contraire une information. On doit le prendre comme une information pour nous aider à comprendre le lieu, notre lieu. Est-ce qu'on est en adéquation finalement avec notre lieu ou pas? C'est ça Oui, ça peut. Et puis en fait, tout simplement, c'est l'occasion d'aider quelqu'un en fait qui est coincé là et qui aimerait bien parcourir la suite de son chemin. Donc pour toi, c'est une entité ou c'est quelqu'un ou est-ce que c'est un reste d'énergie déposée? Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait définir les choses avant qu'on imagine des gros fantômes ou qui apparaissent, des casse-pères de partout. Non, oui, c'est souvent des résidus peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. C'est rarement complet parce que en fait, quand une personne décède, il y a des proches de cette personne qui vont complètement faire le job d'accepter que cette personne parte et voilà, et d'autres qui vont complètement s'y accrocher. Donc en fait, c'est des fragments en quelque sorte qui restent. Donc ça voudrait dire que les personnes qui restent vivantes ont une responsabilité dans le départ de la personne. Donc il y a tout un travail de deuil à faire et c'est intéressant ce que tu dis, j'aime bien. Dans le sens où ce que finalement les personnes qui restent ont un travail à faire elles-mêmes pour assainir. Donc c'est un travail qu'on fait quand on est vivant, avant que la personne meure. Oui, et puis même une fois que la personne est morte, c'est comment je laisse, je dépose les conflits s'il en restait, comment je lâche, je pardonne, et j'accepte que l'autre parte, mais c'est un travail qui dure des années selon le degré d'attachement. Mais c'est vraiment très important. Mais ça peut prendre vraiment des années. Enfin, je vois, moi, dans mon cas personnel, mon grand frère qui est décédé à 18 ans, j'ai mis 15 ans avant d'arriver à le laisser partir pour de bon. Oui.
Et ça, c'est toi qui as dû travailler là-dessus et finalement, tu n'as pas fait un rituel, un exorcisme ou j'en sais rien. Non. C'est ton travail personnel de deuil qui a permis d'alléger Voilà. énergétiquement, on va dire, le monde, entre guillemets, de sa présence. Oui. C'est ça. Ouais. Et oui, oui, ça résonne quand même pas mal ce que tu dis, voilà, personnellement aussi. Et ça rend finalement les choses beaucoup plus concrètes pour nous. Ça nous renvoie toujours à nous, finalement, notre propre travail de développement, de guérison, tu parles d'attachement, justement, d'attachement sécure, parce que finalement, quand on a une personne qui décède et qu'on n'arrive pas à laisser partir, c'est qu'on est dans un attachement insécure. Ouais. Et d'arriver à laisser partir, on peut même le faire quand la personne est décédée. Bien sûr. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous partager une expérience, quelque chose qui pourrait parler aux personnes qui nous regardent, un exemple de là où tu as été appelée et qui est assez parlant et qui a porté ses fruits? Bon, je sais que tu en as plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un qui te viendrait comme ça Oui, forcément en lien avec Pas forcément avec le don, non, pas forcément, mais un qui pourrait être, qui pourrait montrer simplement, illustrer, voilà, chercher le bon terme, illustrer tout ce qu'on vient de dire et ton intervention. Ouais. Par exemple, la dernière intervention que j'ai faite, il y avait un problème justement d'identité comme ça, dans une chambre d'enfant. Et enfin là, maintenant, il était ado, mais du coup, il voulait plus dormir dans cette chambre parce que trop de problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Et il sentait une présence. Donc cet enfant sentait une présence dans sa chambre et il voulait plus dormir dedans. Voilà, ça lui faisait très peur. Et donc, c'était, cette présence, elle apparaissait un peu plus à des moments qu'à d'autres. Donc, cet enfant sortait de sa chambre en courant la nuit, en criant. Enfin, c'était assez. Donc, c'est les parents qui t'ont contacté. Oui. Et puis, d'autres personnes qui étaient venues dormir dans la maison aussi se sont retrouvées à dormir là. On dit plus jamais on viendra dormir ici. Enfin, parce que c'était marquant, quoi. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est que au moins pour les personnes qui me font venir, il n'y a pas de doute possible. C'est-à-dire que eux, ils savent ce qui se passe. Moi, je rentre dans la pièce et je dis, ok, ça se passe à cet endroit-là et il y a ça, 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 ça. Et du coup, ils me disent, oui, c'est exactement là. Donc, au moins, on parle de la même chose. D'accord. Donc, vous êtes d'accord sur le fait que eux, ils voient peut-être pas, mais ils subissent parce que leurs nuits, elles sont entrecoupées par l'enfant qui court. Donc, déjà, le concret, ils l'ont. Ouais. Et en plus, quand tu arrives et que tu dis c'est là, en gros, il y a la preuve, entre guillemets. Ok, donc clairement, on voit la même chose. Voilà. Et à partir de là, simplement, je m'adresse à cette entité. Et en fait, au-delà, non, c'est pas vraiment que je m'adresse, c'est juste que je ressens. Donc, par simple empathie, mais exactement comme si je suis à côté d'une amie qui est triste et qui pleure, et moi, je vais avoir les larmes aux yeux très vite parce que je suis comme ça et je vais ressentir l'émotion de l'autre. En fait, là, c'est ce qui se passe. Donc, simplement, je l'observe et j'arrive avec mon cœur grand ouvert, quoi, vraiment, parce que je sais que derrière ces manifestations qui peuvent des fois faire peur ou quoi, il n'y a que de l'amour. Au même titre que dans chacune des personnes qui nous entourent, il n'y a que de l'amour dedans. Et donc je me relie à ça. Et une fois que je me relie à ça, je me dis waouh, ok, là il y a une grande tristesse. Et parfois je vais me mettre à pleurer. Ou alors là il y a une peur et donc je vais un peu trembler. Ou il y a de la colère, du coup je vais faire des gestes pour évacuer un peu tout ça. Et donc c'est comme si cette émotion elle passait à travers moi et que moi je la lâchais. Et dans ce que je perçois, mais ça c'est juste une perception qui m'est propre, moi je vois comme au départ une sorte de nuage un peu gris, un brouillard autour de cette entité. Et au fur et à mesure qu'on lâche les émotions ensemble, ça se dissipe progressivement. Jusqu'au moment où je vois plus qu'une sorte de filament blanc magnifique. Et là, il n'y a rien à faire en fait, ça monte tout seul et ça part... vers la lumière ou que sais-je, en fait, après chacun y met ce qu'il entend. Et donc là, ces personnes-là, elles avaient envie de voir le process, etc. Moi, j'aime beaucoup vraiment expliquer, rendre visible, en fait, clarifier les étapes. Et donc, je suis à la fois en lien avec la manifestation et en même temps, j'explique au fur et à mesure ce que je fais. Et donc, les personnes qui sont derrière, elles comprennent le process. Et puis après, l'énergie de la pièce, elle change complètement. Et si les personnes le ressentent ou pas, de toute façon, dans les jours qui suivent,
elle voit bien que derrière, ça va mieux, quoi. Et donc, la dernière intervention en question, quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message pour savoir, alors c'est bon, tout s'est bien passé, il n'y a pas d'autres soucis. Et puis là, elle m'a dit, mais c'est génial, il est retourné dormir dans sa chambre, il est super content, alors que ça faisait plusieurs années qu'il n'y dormait plus. Ah, wow. Et il dort bien. Donc je me dis, bon, voilà. Job, c'est bon, le job est fait. Ça, c'est coché. Donc en fait, quand tu captes ça, cette manifestation, ce que tu appelles manifestation, c'est finalement l'émotion qui est restée là. Oui. Donc si tu dis par exemple de la colère, donc tu vas la laisser te traverser toi parce que cette personne n'avait peut-être pas eu le temps de se laisser traverser par la colère. Ce sont les émotions, il ne faut pas les réprimer, il faut se laisser traverser. Oui. Plus on va les garder, plus elles vont justement rester là. Ouais. Donc il faut qu'on se laisse traverser. Donc tu avais ressenti ça et en gros, tu as accueilli cette émotion-là, tu avais compris le besoin simplement de sortir, quoi. Et tu as été, par ton corps, ta présence, pour le coup, physique, visible, le matériau pour que ce soit fait. Donc ça, finalement, on peut tous le faire. Exactement. Quand on ressent la présence même d'une émotion chez quelqu'un d'autre et que la personne n'est pas en capacité de le gérer, donc ça peut avec nos enfants, avec nos parents, avec nos conjoints, tout le monde. On peut juste laisser traverser sans prendre déjà pour laisser sortir cette émotion. Donc, on peut le faire avec les vivants. Oui. Comme ça, on n'a pas besoin de le faire avec les morts. C'est ça. C'est ça, en gros. On va te mettre au chômage si on fait tout ça, du coup. Mais c'est OK. Oui, parce que tu expliques justement, tu as ce côté pédagogique et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup. C'est de ne pas garder ça. Enfin, au contraire, c'est... Regardez, on l'a tous en nous, quoi. Et donc, plus tu vas en parler, et donc là, on va en arriver à la fin. C'est vrai que je parlerai avec toi encore des heures. Je dis un truc, je dis ça à chaque fois. Mais comment est-ce que toi, du coup, on te trouve, Laura, justement, pour viens nous aider, viens nous apprendre comment, voilà, où c'est que tu es, comment on te trouve Eh ben, ça y est, là, je suis sur le point d'ouvrir un cabinet à Crémieux. Donc, je vais aller signer lundi. Et je suis en train de créer mon site internet, donc c'est imminent, voilà. En tapant mon nom, on pourra me retrouver assez facilement avec mes coordonnées. Je pourrais peut-être mettre en dessous de la vidéo peut-être tes coordonnées, déjà une adresse mail ou un numéro de téléphone, quand même, comme ça. Il y aura des gens qui vont nous contacter, ils vont pas dire aux autres qu'ils vont nous contacter, mais que quand ils vont rentrer dans leur chambre, où c'est le truc tout bête, mais quand on descend pas à la cave, par exemple. La cave, c'est typiquement l'exemple, quand on a peur de descendre à la cave, c'est que l'eau, elle stagne. C'est ça. La cave, il n'y a pas d'évacuation d'eau, donc on sait que tout est là. Donc si l'eau, elle est pas propre... Mais en fait, l'exemple de l'eau, il est hyper chouette. Mais oui, moi, c'est comme ça que j'ai tout compris. Mais une eau qui ruisselle en pleine montagne, on sent qu'elle est vivifiante et qu'elle est bonne pour nous. Une eau qui stagne dans un caniveau, on va pas mettre un petit doigt dedans parce que les bactéries se développent. Oui, voilà, tout est dit. Voilà, et c'est pareil dans notre corps et c'est pareil dans une habitation. Ah, il faut tout circuler. Voilà, toujours. Bon, tout faut que ce soit fluide. Ouais, exactement. Ok. Merci Laura, c'est passionnant, merci beaucoup. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés. Au revoir. Au revoir.